Cette séquence sur le contrat de travail nous permettra de comprendre la spécificité de la formation du contrat de travail. Tout part bien évidemment d'un accord de volonté, mais en droit du travail, il y a des règles spécifiques pour l'embauche des salariés et évidemment, la période d'essai s'applique en début de contrat. Abordons tout d'abord le régime de l'embauche. Le Code du travail, lorsqu'il évoque le contrat de travail, renvoie au Code civil. Et donc, il faut préciser, d'une part, qu'il y a liberté de contracter, d'autre part, que le consensualisme est de mise. Pour le contrat de travail, il n'y a pas d'exigence de forme particulière. Le contrat peut être écrit ou ne pas l'être, par exemple. Par ailleurs, le salarié ne pouvant pas forcément discuter tous les termes du contrat, on peut parfois se trouver dans une situation de contrat d'adhésion. La liberté contractuelle est de mise, mais il y a un certain nombre de règles qui restreignent cette liberté contractuelle. C'est le cas, par exemple, des priorités d'embauche. Il y en a de plusieurs types. La première concerne les personnes en situation de handicap qui doivent constituer un pourcentage des effectifs dans les entreprises de plus de 20 salariés. Ils ont donc une priorité d'embauche. De même, les travailleurs à temps partiel qui veulent revenir sur un poste à temps plein, par exemple, ou les salariés qui ont fait l'objet d'un licenciement économique dans l'année qui a suivi la rupture de leur contrat. Autre particularité, les contrats aidés. Il y en a qui visent la réinsertion professionnelle, c'est le cas du contrat d'initiative emploi, du contrat d'accompagnement dans l'emploi, deux contrats regroupés sous la formule du contrat unique d'insertion, et également une autre catégorie, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation qui visent l'acquisition d'une qualification et qui concernent plutôt les jeunes. Voyons désormais le processus de recrutement propre au droit du travail. L'objectif pour l'employeur, c'est d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé, ses aptitudes, soit que le candidat a fait une candidature spontanée, soit qu'il a répondu à une offre d'embauche. Sur ce point, le Code du travail, dans les années 80, a mis en place quelques règles pour encadrer le processus. Première règle, les méthodes utilisées de recrutement doivent obéir à l'objectif de pertinence. En effet, l'employeur ne doit poser des questions qui n'ont qu'un lien avec l'emploi et le Code de préciser que le salarié ne doit répondre de bonne foi qu'aux questions pertinentes. Par ailleurs, il y a une obligation de transparence en ce sens que l'employeur doit non seulement informer les représentants du personnel, mais également les salariés des méthodes utilisées. Troisième règle, c'est celle de la confidentialité des informations. L'employeur doit respecter cette confidentialité sur les informations obtenues pendant cette phase de recrutement. Le Code du travail pose un grand principe de non-discrimination qui s'applique pour le recrutement. L'article 1132-1 du Code du travail vise en effet toutes les phases de la vie du contrat de travail et pour commencer, le recrutement. Le texte vise actuellement 27 motifs prohibés. Il faut remarquer qu'il est régulièrement modifié. Ainsi, il est interdit à l'employeur de refuser quelqu'un en recrutement en prenant en compte un motif prohibé comme l'âge, le sexe, l'adresse, le nom, la consonance étrangère. Et il est évident que la question qui se pose alors est-ce que toute individualisation, est-ce que tout motif serait forcément prohibé? Eh bien, sur ce point, le Code du travail autorise des différences de traitement. C'est donc l'exception au principe. Ce faisant, comme c'est une exception, elle est strictement encadrée. Il faut qu'il y ait une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et ensuite, il faut que le motif soit justifié par un objectif légitime et qu'il soit proportionné. Autrement dit, on pourra par exemple avoir des mensurations exigées, une condition relative au sexe, mais il faudra alors en ces cas-là que ce soit justifié et proportionné. La véritable difficulté en matière de discrimination à l'embauche, c'est celle de la preuve.
En effet, un candidat qui pense avoir été discriminé peut rencontrer des difficultés. Sur ce point, le Code du travail, pour venir en aide aux victimes éventuelles de discrimination, aménage la preuve. En effet, selon l'article 1134-1, la victime n'a pas à prouver la discrimination, elle doit apporter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination. Et l'employeur, en ces cas-là, pour se défendre, devra être en mesure d'apporter des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forgera alors sa conviction, sachant qu'en la matière, ce sera le juge judiciaire, puisque le contrat de travail n'est pas encore formé, et que la seule sanction possible, ce sera l'octroi de dommages et intérêts. Abordons maintenant ce qui concerne l'accord de volonté. Quelle est la forme du contrat de travail? On peut préciser qu'habituellement, la forme normale du contrat de travail, bien que ça ne soit pas imposé, est celle d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Mais il existe de nombreuses autres formes contractuelles. Bien évidemment, les contrats précaires nous donnent une multitude d'exemples avec les contrats à temps partiel d'une part et les contrats à durée déterminée d'autre part. Quel formalisme pour le contrat de travail? Le consensualisme prévaut, mais pour des raisons de preuve, souvent on retient effectivement une forme écrite au contrat, même si elle n'est pas exigée. Elle l'est cependant et par exception pour les contrats précaires que nous avons évoqués, à savoir les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel. Il y a un certain nombre de formalités à respecter au moment de l'embauche. Il faut procéder notamment à une déclaration préalable à l'embauche. Il faut affilier le salarié qui a été recruté au régime de retraite complémentaire, faire des déclarations de mouvement de main-d'œuvre et tenir à jour le registre du personnel. Une fois passé le contrat de travail, celui-ci doit encore être valable. Sur ce point, il faut retourner dans le Code civil qui pose 3 conditions de validité. Pour être valable, d'abord, il faut être capable. Alors c'est là où il y a une grande différence entre le droit civil et le droit du travail. En effet, dans le Code civil, la capacité, en principe, c'est 18 ans. Eh bien, en droit du travail, la capacité professionnelle est de 16 ans, sauf dérogation. Certains mineurs avant 16 ans peuvent travailler, c'est notamment le cas pour les jobs d'été, c'est également le cas pour le showbiz et c'est également le cas pour l'apprentissage si le collégien a fini ses scolarités au collège. Alors, qui dit 16 ans dit quand même qu'il faudra que le mineur soit représenté pour signer son contrat de travail et il y a également de nombreuses dérogations concernant la durée du travail pour des raisons de protection. Deuxième condition de validité, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Tel n'est pas le cas lorsqu'il a été victime d'un vice du consentement. Le Code civil prévoit 3 vices, l'erreur, le dol et la violence. Mais il faut bien le dire, en droit du travail, cette application est rare puisque, on le reverra dans un instant, la jurisprudence est plutôt bienveillante. Enfin, dernière condition de validité, c'est le contenu licite et certain. Il faut en effet que le contrat de travail ne soit pas contraire à l'ordre public. Un travail qui serait contraire à l'ordre public ne serait pas valable. On peut penser par exemple à de la vente de la drogue ou encore un tueur sur gage, ce serait contraire à l'ordre public. La jurisprudence est assez bienveillante sur les vices du consentement. En effet, la jurisprudence a déjà jugé que l'imprécision sur un CV ne constitue pas en soi un dol. Une salariée avait mentionné qu'elle avait fait un stage sur une année, alors que la réalité, c'était qu'elle n'avait fait que quelques mois. Par ailleurs, les informations inexactes, la jurisprudence a tendance à être assez favorable aux salariés, puisqu'elle considère que pour qu'il y ait une faute du salarié, ce serait seulement s'il n'a pas les compétences requises, ce qui a fait dire à certains, en droit du travail, trompe qui peut. En réalité, lorsque l'employeur considère que le CV est mensonger, voire faux, il aura plus tendance à rompre la période d'essai ou à licencier la personne plutôt qu'à invoquer la sanction du défaut de validité qui est la nullité. Pour terminer, nous verrons ce qui concerne la période d'essai. Qu'est-ce qu'une période d'essai? C'est une période de consolidation dans l'emploi.
Cette période permet à l'employeur d'évaluer les compétences de la personne qui l'a recruté. Mais du côté du salarié, cela lui permet également d'apprécier si le poste sur lequel il a été recruté lui convient. Voyons la clause d'essai tout d'abord. En effet, l'essai ne se présume pas et il doit être expressément prévu au contrat, ce qui explique qu'on parle de clause d'essai. On peut préciser également que cette période va pouvoir être réduite s'il y a une période de stage antérieure ou un contrat à durée déterminée qui aurait été conclu avant le contrat de travail à durée indéterminée. La durée de la période d'essai est régie par l'article L1221-21 du Code du travail. Elle varie selon la catégorie professionnelle. Elle est au maximum de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et de 4 mois pour les cadres. Par ailleurs, le Code du travail prévoit que cette durée peut être renouvelée, mais uniquement une fois pour une durée équivalente. La Cour de cassation a apprécié la conventionnalité de la période d'essai au regard de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail qui exige que la période d'essai soit d'une durée raisonnable. Or, une période d'essai d'1 an, 12 mois, est une durée déraisonnable selon la Cour de cassation au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant l'ensemble de cette période. Quelles sont les règles pour la rupture de la période d'essai dans l'hypothèse où l'essai ne serait pas concluant? Le grand principe, c'est celui de la liberté de rompre. Autrement dit, pendant la période d'essai, on n'applique pas les règles habituelles, notamment de licenciement. Autrement dit, ni l'employeur ni le salarié n'ont de justification à donner sur le motif de la rupture, il n'y a pas de procédure à respecter. Ce faisant, depuis plusieurs années, il y a désormais la nécessité de respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon la durée de la période d'essai. Ce délai de prévenance peut être de maximum 1 mois. Quelques exceptions quand même qui ont été posées par la jurisprudence à ce principe de liberté de rompre. D'abord, concernant les salariés protégés. Les salariés protégés, ce sont ceux qui ont un mandat, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi les salariés qui sont les médecins du travail. Eh bien, la Cour de cassation considère que dans l'hypothèse où un salarié serait protégé dès la période d'essai, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. Là, on n'est plus vraiment dans une liberté puisqu'il faut l'autorisation. Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que l'article 1132-1 qui concerne la non-discrimination s'applique également à la période d'essai. Autrement dit, la rupture ne doit pas être discriminatoire et dans cette affaire-là, notamment, le salarié avait été malade et on en avait déduit que la concordance entre sa maladie et la rupture de la période d'essai laissait penser que c'était bien parce qu'il était malade que l'essai avait été rompu. Enfin, si l'employeur rompt l'essai pour un motif disciplinaire, il doit alors respecter la procédure disciplinaire. Il en reste que, comme tout droit, il est susceptible d'abus. Si employeur ou salarié montre qu'il y a un abus du droit de rompre, cette rupture est susceptible de donner des droits à des dommages et intérêts. En synthèse, pour se souvenir de cette séquence, le contrat de travail se forme après une période d'embauche, il se matérialise par un accord de volonté et est suivi par une période d'essai. Merci de votre attention.